Prenez un moment pour imaginer ce que le secteur de l'énergie renferme de plus précieux, mais aussi de plus périlleux. Le véritable trésor, celui qui fait rêver autant qu'il inquiète, ne se trouve pas dans les étendues désertiques du Moyen-Orient. Il repose bien plus au sud, enfoui sous les sols humides du Venezuela. Là se cache une richesse géologique hors norme, évaluée à plus de 300 milliards de barils de pétrole brut. Mais il ne s'agit pas d'un pétrole facile à exploiter. Ce n'est pas un liquide fluide prêt à être pompé sans effort. C'est un brut lourd, épais, presque comparable à du bitume. Une ressource aux promesses immenses dont l'extraction représente un défi technique majeur et dont l'exploitation s'accompagne d'un casse-tête géopolitique permanent. Durant des décennies, les sanctions et l'embargo imposés par Washington ont agi comme un gigantesque panneau « Accès interdit » à l'échelle mondiale. L'objectif était clair et assumé, priver le pouvoir vénézuélien de ressources financières afin de le contraindre à céder. Une stratégie pensée comme une pression ciblée presque chirurgicale. Mais cette approche idéologique a ignoré une contrainte technique essentielle. Une partie déterminante du système de raffinage européen, notamment en Espagne et en Italie, a été conçue précisément pour traiter ce type de pétrole lourd. Lorsque l'Europe s'est retrouvée privée des brutes sous sanctions, puis contrainte de remplacer dans l'urgence les approvisionnements russes après les bouleversements de 2022, elle s'est enfermée dans une impasse énergétique. D'un côté, il y avait la fidélité diplomatique à l'égard de Washington, de l'autre, la réalité implacable de la sécurité énergétique du continent. Ce pétrole vénézuélien, officiellement interdit, n'est alors plus apparu comme une simple ressource. Il est devenu une tentation constante, un signal clignotant sur les écrans de Bruxelles. Il symbolisait le choc direct entre les principes affichés de la politique internationale et l'instinct vital de survie économique. C'est précisément à cet endroit que l'ordre mondial a commencé à se fissurer. L'élément déclencheur fut la prise de conscience d'un paradoxe troublant. L'architecte même de l'interdiction avait prévu une porte de secours pour lui-même, une échappatoire discrète, soigneusement validée au plus haut niveau de l'appareil américain. À la fin du mois de novembre 2022, le Trésor américain, par l'intermédiaire de l'OFAC, a accordé une autorisation décisive, la General License 41. Cette licence n'était pas destinée à tout le monde, elle concernait une seule entreprise, le géant américain Chevron. Les conséquences furent immédiates. Chevron s'est vu offrir la possibilité légale de faire ce que toutes les autres compagnies énergétiques de la planète n'avaient pas le droit d'envisager. Le groupe a relancé ses opérations via ses coentreprises au Venezuela, extrayant ce pétrole lourd pour l'acheminer directement vers ses vastes raffineries situées sur la côte du golfe du Mexique. Prenez un instant pour mesurer le cynisme de cette manœuvre. Tandis que Washington exhortait le reste du monde à boycotter le régime vénézuélien et ses ressources, il glissait en parallèle une clé dorée à l'un de ses champions industriels. Il ne s'agissait pas d'un simple arrangement administratif, c'était un précédent, un signal clair. Cette décision démontrait qu'il existait une faille inscrite noir sur blanc dans le système de sanctions américain. Et de l'autre côté de l'Atlantique, dans les sièges feutrés des grands groupes énergétiques européens, les dirigeants ont observé la scène avec une attention extrême. Le message était limpide. En accordant une exception sur mesure à Chevron, Washington venait de prouver que son dispositif n'était pas une forteresse imprenable, mais un labyrinthe dont il détenait les plans. Dans les capitales énergétiques européennes, de Madrid à Rome, une question s'est imposée avec une évidence brutale. Si les États-Unis savent ouvrir une porte dérobée pour défendre leurs propres intérêts, pourquoi l'Europe devrait-elle rester à l'extérieur, condamnée à subir pénurie et tensions ? Ce qui a suivi n'a pas pris la forme d'une contestation publique ou d'une rupture spectaculaire. Il ne s'est rien passé sur les places publiques ni dans les discours enflammés. La réponse européenne fut bien plus discrète, plus technique et surtout bien plus déstabilisante pour l'architecture traditionnelle de l'hégémonie américaine. Dans l'ombre, des bataillons de juristes, d'experts en conformité et de stratèges énergétiques se sont plongés dans les textes de l'OFAC. Ligne après ligne, mot après mot, ils ont disséqué les règlements à la recherche d'interstices, de zones grises, de conditions exploitables. L'objectif n'était pas de briser frontalement les règles, mais d'identifier jusqu'où elles pouvaient être interprétées sans rompre officiellement l'alliance transatlantique. Peu à peu, une idée a pris forme. Obtenir, à leur tour, une exception strictement encadrée. Une dérogation suffisamment légale pour rester dans le cadre imposé par Washington, mais assez souple pour permettre à l'industrie européenne de respirer.
Il ne s'agissait plus d'enfoncer une porte verrouillée, mais d'utiliser la clé que les États-Unis avaient eux-mêmes laissée dans la serrure. Cette stratégie est rapidement sortie du domaine de la théorie. Dès 2022, Washington a dû autoriser des mécanismes limités permettant à certains fleurons énergétiques européens, comme l'italien Eni ou l'espagnol Repsol, de recevoir du pétrole vénézuélien. Officiellement, ces arrangements étaient présentés comme de simples opérations de remboursement de dettes existantes. Mais à mesure que la pression énergétique sur l'Europe s'intensifiait, ces montages ont évolué. Ils sont devenus plus sophistiqués, plus fréquents, plus structurés. Des cargaisons de brut ont commencé à être échangées contre des créances, toujours sous couvert d'autorisations américaines, mais avec une obsession de plus en plus affirmée, sécuriser des flux d'approvisionnement durables. Ainsi, ce qui n'était au départ qu'un dossier de conformité s'est transformé en une fissure diplomatique majeure. Pendant des décennies, les États-Unis et l'Europe avaient affiché une unité sans faille, un bloc de sanctions présenté comme monolithique. Désormais, chaque baril de pétrole vénézuélien déchargé dans un port européen ressemblait à une entaille supplémentaire dans ce pacte de loyauté. Du point de vue de Washington, ces dérogations représentaient un affaiblissement inacceptable de la pression exercée sur Caracas. Pour les capitales européennes, la lecture était tout autre. Il ne s'agissait pas de trahison, mais d'un calcul froid. La priorité était de maintenir les réseaux électriques, de préserver les chaînes industrielles et d'éviter un effondrement économique aux conséquences explosives. L'amertume a commencé à s'installer. De plus en plus de responsables européens estimaient que l'Europe assumait l'essentiel du coût politique des sanctions, tandis que certains acteurs américains profitaient habilement des failles des systèmes. Le climat s'est progressivement tendu, les échanges diplomatiques sont devenus plus rigides, plus méfiants, et une interrogation lourde a commencé à planer à l'horizon de 2026. L'Europe est-elle encore un partenaire stratégique à part entière ou simplement un exécutant discipliné des décisions américaines ? En prenant un peu de recul, le constat devient frappant. Lorsque même vos alliés les plus proches trouvent des moyens de contourner vos propres règles, l'arme des sanctions perd instantanément une grande partie de son efficacité. La puissance financière américaine reposait sur une logique binaire simple, respecter la ligne ou être exclu du système. Mais dès lors que des partenaires acculés par la nécessité découvrent des chemins alternatifs, des itinéraires de contournement, le message change de nature. Chaque dérogation accordée, chaque exception tolérée érode un peu plus la crédibilité de Washington. L'outil économique ne tire sa force que de la croyance collective en son caractère inévitable. Or, aujourd'hui, cette croyance commence à se fissurer. Le monde observe que le labyrinthe comporte des sorties et que l'arbitre n'est plus en mesure de surveiller toutes les portes à la fois. Pour que ces arrangements discrets puissent réellement fonctionner, l'Europe et le Venezuela ont dû s'attaquer au verrou le plus sensible de tous, le système de paiement international. Tant que les transactions transitent par le dollar ou par des établissements bancaires connectés à l'infrastructure financière américaine, Washington conserve une visibilité totale et un pouvoir de blocage immédiat. C'est comme tenter de déplacer une cargaison sous le regard permanent du propriétaire de la caisse. La solution a donc consisté à déplacer la partie hors du terrain du dollar. Les nouveaux contrats sont désormais libellés en euros et de plus en plus souvent en yuan chinois. Les montages financiers sont devenus de véritables constructions juridiques sophistiquées. On échange du pétrole contre l'effacement d'une dette souveraine. On troque des prestations de services contre des barils. Chaque transaction est pensée pour traverser l'Atlantique sans jamais déclencher l'alarme du système financier américain. Ce qui peut sembler n'être qu'un détail technique constitue en réalité une transformation profonde. Pendant des décennies, la puissance des États-Unis ne reposait pas uniquement sur leurs forces militaires, mais sur la centralité du dollar dans le commerce mondial. Chaque baril de pétrole vénézuélien réglé en dehors de cette sphère retire une fraction de cette domination monétaire. Ces batailles de dérogation sont en train de construire, sous nos yeux, une nouvelle tuyauterie économique mondiale, un réseau conçu pour fonctionner sans le dollar et, par extension, sans l'arbitre américain. Une architecture parallèle qui remet en question les fondements mêmes de l'ordre financier établi. Au cœur de ce bras de fer entre puissances, un acteur tire un bénéfice spectaculaire de la situation, le gouvernement vénézuélien lui-même. Il y a peu encore, Caracas s'était décrit comme un régime affaibli, isolé derrière les murs d'une forteresse assiégée. Aujourd'hui,
Les dérogations ont totalement inversé le rapport de force. Hier, le Venezuela n'avait qu'un interlocuteur incontournable, Chevron. Désormais, les entreprises européennes frappent à sa porte les unes après les autres, chacune apportant ses propres propositions et montages contractuels. Pour Caracas, c'est une opportunité inattendue de comparer, de négocier et de faire jouer la concurrence entre partenaires. Le pays retrouve ainsi une capacité d'action que les experts qualifient de retour de l'agency. L'État que l'on disait affaibli reprend la main et impose progressivement ses conditions. Chaque nouvel acteur intéressé renforce son levier de négociation. En mettant Washington et l'Europe face à face, le pouvoir vénézuélien obtient davantage de concessions et des termes plus favorables. Pendant que l'axe transatlantique se fissure sous la pression de ses contradictions internes, une autre région du monde observe la scène avec un calme presque clinique, l'Asie. Pour des puissances comme la Chine ou l'Inde, ce spectacle ne constitue pas une surprise, mais une confirmation de leur choix stratégique passé. Depuis des années, ces pays investissent dans des circuits alternatifs, des chaînes logistiques indépendantes et des systèmes de paiement conçus pour résister aux pressions américaines. Ils n'ont pas attendu que l'Europe se retrouve en difficulté pour comprendre que, dans un monde de sanctions, l'autonomie est la seule véritable garantie de sécurité. En regardant l'Occident se batailler avec ses propres règles, ces puissances constatent froidement qu'elles avaient anticipé juste. Leur approche repose sur un pragmatisme total, sécuriser l'énergie, soutenir la croissance économique et tisser des liens avec les détenteurs de ressources indépendamment du contexte politique. Dans un monde de plus en plus fragmenté, cette logique devient un avantage stratégique déterminant. Alors, vers quoi nous dirigeons-nous réellement ? Si l'on relie les différents éléments, ces guerres de dérogation dépassent largement le cadre de simples conflits commerciaux. Elles annoncent un changement d'époque. L'ancien modèle, dans lequel une seule superpuissance définissait les règles pendant que le reste du monde s'alignait par contrainte ou par confort, est en train de disparaître. Nous entrons dans une phase bien plus instable, marquée par le chacun pour soi, un environnement où les alliances historiques pèsent moins que l'urgence de sécuriser l'énergie, la technologie et la stabilité intérieure. États et multinationales élaborent leurs propres règles, guidées avant tout par leurs intérêts souverains. L'Europe sacrifie son confort diplomatique sur l'autel de sa survie énergétique. L'Asie avance selon son propre tempo. Le Venezuela exploite à nouveau ses atouts avec une habileté retrouvée. Il n'existe plus de chef unique à l'échelle mondiale, mais une superposition d'arrangements, de partenariats temporaires et de rivalités permanentes menées à bas bruit. C'est un monde plus imprévisible, plus instable, mais c'est la réalité qui s'impose à l'horizon 2026. Si l'ancienne carte du pouvoir mondial est en train de s'effacer, celle qui la remplace ne correspond pas à un simple transfert d'influence des États-Unis vers la Chine. La transformation est bien plus profonde. La nouvelle géographie du pouvoir se dessine à travers des tankers empruntant des routes invisibles, des contrats rédigés en euros ou en yuan et des décisions silencieuses prises dans les conseils d'administration. Les nouveaux centres de gravité ne sont plus uniquement des capitales politiques, ce sont des hubs logistiques, des réseaux financiers décentralisés et des chaînes d'approvisionnement capables de fonctionner sans dépendre d'un arbitre unique. Dans un monde multipolaire, l'avantage revient à ceux qui savent naviguer dans le désordre, bâtir des alliances flexibles et sécuriser leurs ressources vitales. Les guerres de dérogation autour du pétrole vénézuélien offrent un premier aperçu de ce futur. Un monde où la puissance ne se mesure plus uniquement à la taille des armées, mais à la capacité à contrôler les flux. Un monde où, finalement, chacun est en train d'écrire ses propres règles. Et avant de se quitter, merci sincèrement pour votre attention et votre fidélité à la chaîne. Votre soutien est essentiel, et c'est grâce à vous que ce type de contenu peut continuer d'exister. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. Activez la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo et laissez un like ou un commentaire si ce format vous plaît. Ça aide énormément la chaîne à grandir. On se retrouve très bientôt pour d'autres analyses et vidéos de ce genre. À très vite.